En janvier 2022, MrBeast, premier youtubeur du monde, lance sa propre marque de chocolat, Feastables. Et face à cette annonce, le monde entier cria à l'unisson « Waouh, trop bien du chocolat MrBeast. J'ai vraiment hâte de développer du diabète de type 2 grâce à mon youtubeur favori. » Puis 2 ans plus tard, en septembre 2024, lorsqu'il lance sa propre marque de repas pour enfants Lunchly, le monde entier cria également à l'unisson. Mais alors que s'est-il passé en si peu de temps? Pourquoi tout le monde commence à en avoir plein de cul des produits youtubeurs pourris? Est-ce que je vais encore tacler MrBeast gratuitement alors que j'ai 5000 abonnés? Aujourd'hui on va retracer l'histoire des produits youtubeurs, de leur origine à leur gain en popularité puis finalement leur inévitable flop, pour comprendre comment on en est arrivé là. Alors comment parler de produits youtubeurs sans parler de marques de fringues, véritables catalyseurs de produits pourris? Les marques de vêtements sont peut-être parmi les premiers produits youtubeurs à voir le jour sur internet, et ce qui est intéressant, c'est que leur origine part d'une intention qui est plutôt louable. Loin de la décadence financière qu'on connaît aujourd'hui sur la plateforme, YouTube pré-2015, ça paie pas énormément si tu fais pas partie du top 1%. Pour s'autofinancer et vivre dignement, il y en a donc beaucoup qui se tournent vers la vente de produits dérivés, notamment des vêtements. Et ce faisant, ils répondent à une véritable demande de leur communauté. À l'époque d'ailleurs, on rappelle que pré-2015, c'était la honte de faire des placements de produits, du coup on évoquait même pas l'aspect marque de vêtements ou quoi que ce soit, on parlait plutôt de merchandising tiré directement de l'univers loufoque des créateurs en question. Il en résultait la plupart du temps des produits vendus à la demande par des prestataires comme Spreadshirt ou Redbubble dont les marges étaient quand même très faibles et les designs pas terribles. Avant, je manquais cruellement de style. Je m'habillais chez Kiabi et j'achetais des chaussures à la Halo Chaussures comme un vieux provincial de merde. Mais depuis que je mets des vêtements de youtubeur, tout a changé. J'ai jamais autant niqué de gonzesse. C'est la grande classe. Mais alors c'est quoi la grosse différence finalement avec ce qui peut se faire aujourd'hui en termes de marque de vêtements chez les youtubeurs? Ce que je trouve louable avec ce merchandising pré-2015, c'est que l'intention d'achat derrière chacun de ces vêtements de la part des abonnés, c'est souvent la véritable volonté de soutenir financièrement un vidéaste pour qu'il puisse produire plus de contenu. Et puis ça a augmenté cette sensation d'appartenance à une communauté réunie autour d'un créateur. Aujourd'hui ça a malheureusement totalement changé. Quand un youtubeur fait une marque de vêtements, pour moi il y a une véritable question et un véritable problème sur l'authenticité et la pertinence pour le public visé. Pour citer un exemple, on peut parler de Yoko. Squeezie a lancé une marque de textile premium orientée Japon avec des prix qui sont tout autant premium, alors que bon sa chaîne ça a littéralement aucun rapport. Une forme de réponse selon moi, ce serait pas nécessairement de la malveillance ou de la pas du gain comme on pourrait le croire, mais plutôt une espèce de curiosité entrepreneuriale qui pousse à faire ce genre de projet. Porter des vêtements qu'on a nous-mêmes designés, franchement je pense que c'est un petit kiff que pas mal de gens aimeraient faire. Malgré tout, cette marque elle a quand même une identité qui est très éloignée de la notoriété et du branding de Squeezie. Et du coup on peut un peu se poser la question de la pertinence de pousser la promotion de ce genre de produit auprès de son audience. Surtout quand on sait que oui, les plus jeunes sont les plus susceptibles d'être influencés par ce genre de promotion. Et là je tacle Squeezie sur le sujet, mais en fait c'est plus ou moins valide pour toutes ces marques qui sont nées puis mortes dans la foulée. Est-ce que notre public a envie d'acheter ce genre de choses ou est-ce qu'on les pousse à acheter parce qu'on utilise notre influence? C'est un peu le genre de question que les youtubeurs ne se posent pas trop parce que c'est juste des entrepreneurs, ils ont envie de faire des projets et tout, ça se comprend d'une part, mais il y a quand même une notion de responsabilité et tout. Est-ce que je casse les couilles avec cette notion? Bon peut-être un petit peu, voilà. Alors comme ça, t'es un youtubeur de gauche, hein? T'entends que tu vends des produits à tes abonnés, non? Ce serait pas un petit peu hypocrite? Alors je vous arrête tout de suite, il n'est pas rare que ce genre de marques, même quand elles sont pas forcément très pertinentes par rapport à une communauté, fonctionnent pendant plusieurs années. Mais malgré tout, il y en a très peu qui ont survécu à l'épreuve du temps, et je pense que c'est en partie à cause de ça. Et non, la flambée du prix des matières premières à cause du Covid n'a absolument aucun rapport. Bref, j'ai pas flame toutes ces marques de vêtements parce qu'il y en a qui sont très bien et d'autres qui sont pourries, mais elles sont extrêmement représentatives de ce qui va se passer avec beaucoup de produits du genre. Ça commence souvent par un innovateur qui va trouver un nouveau truc à vendre à sa communauté, que ce soit pertinent pour elle ou non, il montre à tous les autres que c'est possible de le faire. Et c'est dans ce cadre-là que tous les autres youtubeurs vont se ramener et tenter de faire la même chose à leur propre sauce. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand un youtubeur fait un produit uniquement par appât du gain qui n'a aucun affect pour ce qu'il est en train de faire? On obtient, vous l'aurez deviné, des énormes scams en bonne et due forme. Voilà l'équipe, je vous présente mon nouveau jeu de société familial qui s'appelle Top Carotte. Ça fait à peu près 14 ans et demi que je bosse dessus. C'est un jeu familial, donc vous pouvez aussi bien y jouer avec votre petit frère que votre petite soeur. Là par exemple, si je tire une carte question, est-ce que t'as déjà baisé un chien? Bien évidemment que non. Donc là j'ai menti, mais mes amis n'ont pas relevé, donc je gagne une carotte. Prochaine question, que penses-tu de la politique sociale d'Emmanuel Macron? Moi je suis plutôt de gauche, donc c'est sûr que j'aime pas trop sa politique, hein. Là mes amis, ils savent que je vote LR dans la vie de tous les jours, donc ils me dénoncent. Et ce faisant, je perds une carotte. Voilà, donc c'est vraiment un jeu familial, je vous invite vraiment à demander à vos parents de vous l'acheter pour Noël, s'il vous plaît, la team, j'ai trop besoin de m'acheter un nouveau yacht.
Ces nouveaux scams qui se sont beaucoup généralisés après l'avènement des réseaux sociaux suite à la crise du Covid sont généralement issus de projets qui ne sont pas initiés par les youtubeurs en eux-mêmes, mais plutôt par des entreprises tierces qui cherchent juste une bonne manière de marketer leurs produits. C'est un peu dégueulasse parce que pour moi c'est la quintessence même d'un cash grab sans âme, une manière rapide de renflouer les caisses en usant de son influence pour pousser sa communauté à consommer. Ah non mais attends, ça c'est juste le métier de youtubeur en fait. Mais c'est aussi dégueulasse parce que concrètement, moins le youtubeur est impliqué dans la création du produit, plus le risque de dérapage lié au contrôle qualité est élevé. C'est quelque chose d'assez naturel puisque plus un projet nous tient à cœur, plus on va faire attention à ce que celui-ci corresponde à nos propres attentes. S'il s'agit de vendre de la malbouffe ou des jeux de société random à notre communauté, bon, on va un peu s'en tamponner le cul avec la force de 1000 soleils en quelque sorte quoi, en quelque sorte, ouais, on peut le dire. Malgré tout, en matière d'influence, il y a quand même des limites à ne pas dépasser, et juste coller ton nom sur un produit qui n'est pas le tien pour faire des sous alors que t'es déjà millionnaire, ça en fait partie. Après, bien sûr, si vous voulez donner 1% de votre SMIC par mois à MrBeast pour manger du chocolat pas terrible, mais vous faites bien ce que vous voulez. Moi je m'en fous, je suis déjà diabétique, donc quoi qu'il en soit, ce dernier passage est bien évidemment une opinion personnelle, mais c'est quand même un ressenti qui se fait de plus en plus généralisé a priori. Et pour cause, on a vu s'enchaîner les petits scandales liés aux produits youtubeurs ces derniers temps. Marketing foireux et produits périmés pour MrBeast aux US, jeux de société pour enfants avec des questions sexuelles pour Michou en France, ça peut paraître anecdotique et pourtant je vois de plus en plus de monde être saoulé quand un énième youtubeur fait une énième promotion d'une chaîne de smash burger qu'il vient de lancer en partenariat avec Tasters mon cul. Bon là on essaie d'expliquer pourquoi la plupart des gros produits youtubeurs sont parfois pourris, mais rassurez-vous, il n'y a pas du tout besoin d'être connu pour proposer un produit à chier. Comme une souscription payante de youtubeurs qui sort pas de vidéo pendant 4 mois par exemple. Oui d'accord, mais ça n'a rien à voir en fait puisque avec ma super souscription ils ont un joli badge et ils ont leur nom dans les crédits de chaque vidéo et ça c'est quand même super rentable. Attends, t'es en train de faire une autopromo là par contre. Ouais. Alors là, pas du tout. Toi aussi t'es en tôle pour avoir corrompu des mineurs. Qui ça, moi? Ah non, moi j'ai juste fraudé le fisc pendant 5 ans donc Bah comment ça tout le monde le fait ça. Après j'ai aussi fait la promotion de produits sans le déclarer mais... Putain de merde. Tu me dégoûtes mec. En tant que petit créateur, on a vite fait de proposer des trucs pas terribles à notre communauté parce qu'aujourd'hui, youtubeur, même quand on est petit, c'est un métier qu'on essaye de monétiser au plus vite. Donc il y a certains petits youtubeurs qui veulent faire de la moula au plus vite en vendant des produits pas terribles. Bon, rien de bien révolutionnaire sous le soleil, mais quand même, comment on fait en tant que petit youtubeur pour créer un produit alors qu'on n'a pas de ressources financières et pas de logistique pour nous aider comme les gros youtubeurs? La réponse, elle est toute trouvée, on fait simplement des produits qui sont immatériels. Et c'est là qu'on rentre dans le game sombre de la vente de connaissances, et c'est peut-être ça la plus grosse source de produits pourris de youtubeurs, et pourtant on n'en entend pas forcément parler. Ce qui est incroyable avec internet, c'est qu'on peut quasiment tout apprendre en ligne, et c'est donc très facile de se positionner en tant qu'expert sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et ça c'est un truc qui existe dans énormément de domaines différents sur YouTube, et notamment dans un domaine qui me tient particulièrement à cœur, le montage. Le nombre de formations fumeuses que j'ai pu voir passer de gosses de 18 piges qui maîtrisent à peine 10% du logiciel, je vous jure que c'est un truc de zinzin. Bonjour à tous, c'est Jean Pellicule et bienvenue dans le premier chapitre de ma formation pour devenir un vrai professionnel de Premiere Pro. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en gros comment on fait des cuts. Pour faire des cuts sur Premiere, c'est très simple, vous cliquez ici et vous cliquez sur votre vidéo. Voilà, c'est la fin de ce premier chapitre. Parce qu'il est si facile de monétiser un sujet qu'on ne maîtrise pas vraiment, il y en a beaucoup qui en profitent pour vendre des formations qui sont fondamentalement mauvaises. Cette idée n'est pas nouvelle et vient directement de la mode des infopreneurs dont le métier consiste littéralement à transmettre du savoir, parfois très mauvais ou parfois un peu bon. C'est un domaine qui est très largement critiqué parce qu'il a à l'origine de nombreuses arnaques et formations totalement foireuses. Et le pire c'est que c'est allé vraiment bien au-delà des frontières du développement personnel qui était l'origine un petit peu du truc, le terreau fertile dans lequel bon nombre de formations claquées se sont dévoilées. Ce qui peut créer un produit pour les youtubeurs, on l'a vu, c'est tout d'abord bien évidemment l'appât du gain et tout le manque de qualité qui peut en découler après. Ça peut aussi être créé par le manque de connexion entre l'audience et le produit et le manque de pertinence que ça peut engendrer par la suite. Mais finalement ce qu'on peut retenir c'est que parfois certains produits sont pourris purement et simplement par manque d'expertise et manque de compétences. Il y en a beaucoup, gros comme petits youtubeurs, qui sont très emballés à l'idée de vendre des produits à leur communauté. Seulement en ne prenant pas notre rôle d'influence au sérieux, qu'on soit un petit ou un gros youtubeur, on se retrouve à sortir des produits à la hâte qu'on n'a pas eu le temps de peaufiner. Attends quoi? Manipuler des gens tristes mal dans leur peau pour qu'ils achètent ma formation sur le charisme à 200 balles, c'était immoral? Oh le boulet. Oh le boulet. Je savais pas, Et on pourrait se dire que tous ces produits pourris se font uniquement par malveillance et par appât du gars, mais c'est pas le cas. Je pense sincèrement que parfois ça se fait par pure ignorance ou par manque de préparation. Après, attention malgré tout, il y a une petite nuance à avoir, vous faites pas prendre pour des cons. Perso, moi j'ai plus de mal à en vouloir à un petit youtubeur qui essaye de vivre de sa passion qu'à en vouloir à un gros youtubeur avec 50 salariés qui arrive pas à pondre un produit correct, bien évidemment. Non mais là ça fait vraiment chier parce qu'en plus, du coup je vais pas les rembourser, puis je vais juste partir à Dubaï m'exiler fiscalement, acheter des yachts, plusieurs appartements, vivre de la rente, enfin c'est vraiment, mais c'est un cauchemar.
Bon, j'ai beaucoup yap pour expliquer pourquoi les produits youtubeurs sont souvent pourris, mais faut pas oublier qu'il y en a aussi des très bons et très pertinents. C'est juste que les dérives sont si nombreuses que je trouve qu'il est vraiment important de prendre du recul par rapport à la question, alors qu'on essaye de plus en plus de nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin. Car même si en tant que personne majeure, on se sent souvent pas très concerné par ce genre de problématique, eh ben il faut pas oublier que la cible de tout bon youtubeur qui se respecte, que ce soit en matière de marketing ou bien d'abus physiques, ce sont les mineurs.